Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un très très gros morceau. La nouvelle vague de suppléments pour Imperator Orbimondus 3. Ah oui, là on est sur du lourd. Carrément. 6 livres d'un coup, une production 100% française de JDR Éditions. On nous promet de quoi jouer dans la Rome antique pour au moins 10 ans. La promesse est belle, hein. Du coup, la question qu'on s'est posée dans notre article, c'est simple. Est-ce que c'est une vraie fondation pour des années de jeu ou juste une pile de livres qui va prendre la poussière? C'est exactement ça. Surtout que ce jeu, il a une identité très particulière. Il navigue toujours entre une rigueur historique quasi universitaire et un côté surnaturel complètement assumé. C'est vrai. Et là, cette vague de suppléments pousse vraiment les deux curseurs à fond. On a pu analyser les PDF en amont, donc on a vraiment eu le temps de décortiquer tout ça avant même d'avoir les versions physiques. Alors, commençons par le premier, Égyptie, Terra Magica. Rien que celui-là, il est déjà massif. Ah oui, c'est une description ultra détaillée de l'Égypte, d'Alexandrie jusqu'en Nubie. Et surtout, il y a 7 scénarios complets et 13 pistes d'aventure. Et ça, c'est important de faire la différence. Oui, les scénarios sont clés en main, prêts à jouer. Les pistes, c'est plus des idées, des points de départ pour le meneur de jeu. C'est un contenu vraiment dense. Ça me fait un peu mal d'ailleurs. Je viens de terminer une campagne de 2 ans en Égypte, et là, ce supplément parfait qui débarque. Ah, le classique, hein. C'est terrible. Mais bon, la plus grosse surprise pour moi, elle n'est pas là. C'est le Liber Monstrum, un bestiaire pour un jeu qui se veut historique. C'est un pari, non? C'est un pari très osé, mais je trouve qu'il est brillamment exécuté. Le livre est structuré en 3 parties, et c'est là que c'est génial. D'accord. La première, c'est la partie théologique, avec les stats des avatars divins, de Jupiter à des dieux plus mineurs. La dernière, c'est la partie zoologique, plus classique, tu vois, avec des animaux et quelques créatures fantastiques. Ok. Mais c'est la partie du milieu, la partie politique, qui change absolument tout. Attends, politique. Ça veut dire quoi? Ils ont mis des caractéristiques à des personnages historiques, genre Auguste, Cicéron? Exactement. C'est ça qui est dingue. Ils sont traités comme des monstres sacrés, avec leurs stats, leur influence, leurs faiblesses. Mais c'est incroyable, hein. Ça veut dire que les joueurs peuvent, je sais pas moi, comploter pour faire tomber un consul comme s'il était un boss de donjon? C'est tout à fait l'idée. Le concept de monstre est redéfini. L'adversaire, ça peut être une créature mythique dans une forêt ou un sénateur corrompu à Rome. Ah ouais, d'accord. Et le point crucial, qu'on a bien souligné dans l'article, c'est que pour chaque élément surnaturel, il y a un encart avec une explication rationnelle. Ah d'accord. Un loup-garou, par exemple, ça pourrait être un simple bandit très cruel dont la rumeur a déformé les exploits. Malin. Mais est-ce que ça ne risque pas de tuer un peu la magie, de vouloir tout expliquer? Justement, non, c'est ça qui est intelligent. Ça ne tue rien, ça donne le choix. Le meneur de jeu décide est-ce que la magie est réelle ou est-ce que tout n'est que superstition. Les deux options fonctionnent. D'accord. Et en parlant de monstres politiques, on en trouve dans la nouvelle campagne, j'imagine. Et pas des moindres. Augustus, Aurora Imperii, le mot démesure est faible là. Ah oui, 18 scénarios qui couvrent 60 ans d'histoire. 60 ans, mais c'est jouable un truc pareil. Qui a le temps pour un tel engagement aujourd'hui? C'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est moins de jouer chaque semaine pendant 10 ans que de proposer une expérience dynastique. C'est-à-dire que... Tes personnages vont vieillir, mourir, et leurs enfants prendront peut-être la relève. L'enjeu, c'est la trace que ta famille laisse dans l'histoire. Et pour gérer ça, ils ont ajouté des outils comme des règles pour les débats au Sénat ou le système de cartes ludaires solo. Ah oui, le système de cartes. Ça m'intrigue beaucoup ça. Ce n'est pas juste pour jouer tout seul. Non, pas du tout. Et c'est même là son plus grand intérêt. Pour un meneur de jeu, c'est une boîte à outils incroyable pour improviser. Comment ça? Une rencontre imprévue, un retournement de situation, tu tires quelques cartes et ça te génère une scène cohérente à la volée. Ça allège énormément la préparation. D'accord, je vois. Donc, si on revient à notre question de départ, c'est pas juste une montagne de contenu. Non, c'est une fondation. Une fondation cohérente, flexible. On sent un projet qui respecte les joueurs avec une qualité et une ponctualité qui franchement méritent d'être saluées. On peut dire que Imperator Orbimondus 3 s'affirme comme un vrai jeu passion. Absolument. C'est pas pour une partie vite fait.
C'est pour celles et ceux qui veulent construire une saga, qui aiment la plausibilité historique et les beaux objets. Si on cherche du simple et rapide, il faut passer son chemin. C'est un engagement, clairement. Et pour finir, peut-être, une pensée pour ouvrir un peu la discussion. On en parlait dans l'article, il y a des rumeurs sur les futurs suppléments. Oui. L'un d'eux serait un projet sur les femmes de l'ombre, pour mettre en avant des figures comme Livy, l'épouse d'Auguste. Et ça soulève une question fascinante. Un jeu comme celui-ci, en nous donnant les outils pour interagir avec un passé corrigé ou réinterprété, comment est-ce qu'il peut transformer notre propre vision de l'histoire officielle qu'on pensait connaître ?